La grandeur d'un leader se trouve dans sa transmission des valeurs qu'il lègue aux générations futures. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le président Ouattara de vouloir briguer un troisième mandat. Il est encore temps, il peut encore revenir sur sa décision. Il a mis mal à l'aise ses homologues qui l'ont félicité quand le 5 mars dernier, il a déclaré à la face du monde qu'il ne se présenterait pas à un troisième mandat. Pour revenir sur sa décision quelques mois plus tard, pour des raisons qu'il a suffisamment expliquées, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Je pense que la gestion d'un État est une continuité. N'est-il pas vrai que Charles de Gaulle n'est plus et que la France est toujours? N'est-il pas vrai que François Mitterrand n'est plus et que la France n'a pas disparu de la carte du monde? N'est-il pas vrai que Winston Churchill, qui a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'Angleterre, n'est plus et que l'Angleterre n'a pas disparu de la carte du monde? Alors, pour ne citer que ceux-là, je pense que ce syndrome de Dieu doit arrêter d'habiter les chefs d'État africains qui pensent qu'après eux, les pays ne peuvent plus exister. Ce n'est pas vrai. La grandeur d'un leader se trouve dans sa transmission des valeurs qu'il lègue aux générations futures. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le président Ouattara de vouloir briguer un troisième mandat. Il est encore temps, il peut encore revenir sur sa décision. À sa rencontre avec le président français, je pense que cela n'est pas quelque chose de nouveau. Pendant que nous discutons d'un troisième mandat de Ouattara, nous discutons d'une élection que nous voulons transparente, la Côte d'Ivoire vit. Et ses relations bilatérales avec ses partenaires ne cessent pas d'exister. Je pense que j'inscris cette rencontre-là dans ce cadre-là. Cela dit, le timing me gêne. Je pense que le président Ouattara est dans une logique de communication et il tente de mettre en place ce que j'appelle la stratégie du fait accompli. Je m'explique, si vous voulez bien. Expliquez. C'est-à-dire, au moment où l'opposition est dans la rue pour décrier son troisième mandat, il s'est fait investir à pas de course dans un stade qu'il remplit pour impressionner ses partenaires extérieurs. Ensuite, il va déposer rapidement sa candidature à la commission électorale indépendante. C'est bouclé, géré comme ils le disent dans leur langage. Ensuite, il programme une rencontre avec le partenaire privilégié que la Côte d'Ivoire a, c'est-à-dire la France. Comme pour dire à ses partisans et à ses opposants, voyez-vous, j'ai même le soutien de la France. Il appartient au président français de savoir être vigilant pour ne pas se voir impliqué dans ce que le président Ouattara est en train de faire. Parce que sans le vouloir, la France peut être entraînée dans un conflit qui n'est pas le sien, dans un conflit dans lequel il peut jouer, la France peut être arbitre. Parce que je ne crois pas que la France ait investi tous ses moyens dans la crise ivoirienne de 2010-2011 pour doter la Côte d'Ivoire d'une dictature sans précédent. Moi, je ne suis pas pour le moment à un stade de soutenir telle ou telle candidature. Ma préoccupation, madame, je lance un appel pour que, j'allais dire, que l'on accepte le report de ce scrutin électoral, que je trouve conflictuel. En ce sens que déjà, à un mois des élections, la Côte d'Ivoire compte déjà ses morts. Ce sont des signes annonciateurs de ce qui nous attend pendant et après les élections. J'appelle donc à des assises nationales qui vont permettre aux filles et fils de la Côte d'Ivoire et aux forces vives de s'asseoir autour d'une même table. Poser les sujets, même ceux qui fâchent, les discuter et puis en profiter pour apaiser le climat politique ivoirien, le climat préélectoral.
La chance de telles assises serait donc que celui qui gagne, gagne dans la paix, pour qu'il puisse gouverner dans la paix.